Et me marier sur un oranger. Et me marier sur un oranger. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un oranger. Et c'est fini. Enfin. Par curiosité, j'ai mis combien de temps à écrire ce truc ? J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Quand j'ai utilisé une partie de cette citation dans ma vidéo sur Kaamelott, sortie il y a 1 an, je ne pensais pas avoir à le faire dans son intégralité pour celle-ci. Bien le bonjour, ici Cinémaniac. 10 mois, 10 longs mois sans prononcer ces mots. Mais bon, comparé aux 12 ans d'attente qu'ont eu à subir les fans de Kaamelott avant la sortie du film dans les salles, je suis une petite joueuse. Kaamelott premier volet était sans doute le film français le plus attendu de ces dernières années. Oui, c'est vrai que ça doit être une trilogie, ça doit se terminer par trois volets au cinéma. Quand La trilogie de Kaamelott, le jour où je mets le pied dedans, vraiment, concrètement, et où je pense que c'est 10-12 ans de ma vie qui partent. Donc je veux que ce soit dans de très bonnes conditions, je veux être sûr de tout. De quel film vous parlez? D'un film Kaamelott, éventuellement. Je n'ai jamais pensé. C'est pas con. Ceci dit, c'est pas con. La saga, elle n'est pas finie. J'ai pas dit que j'avais fini, mais j'ai bouclé la télé. Nous, les fans, avons eu presque 12 ans pour spéculer sur la direction qu'allait prendre la saga après les 2 dernières saisons, qui avait pris les éléments dramatiques dispersés tout au long des précédentes et avait fait de cette série longtemps formatée au cahier des charges de M6 une vraie tragédie aux allures shakespeariennes. Si les saisons 5 et 6 ont reçu au moment de leur diffusion un accueil plutôt mitigé, justement à cause de cette rupture avec le ton majoritairement comique des 4 premières, beaucoup, dont moi, les considèrent désormais non seulement comme les meilleurs de la série, mais aussi comme un des meilleurs travaux d'écriture qu'on ait eu à la télévision française. Alexandre Astier, auteur, réalisateur, monteur et compositeur de la saga, avait réussi à étendre l'univers et à développer une psychologie cohérente pour les personnages, donnant lieu à des performances remarquables. En particulier de la part d'Anne Giroir, l'interprète de Guenièvre, Thomas Cousseau, celui de Lancelot, ainsi que Pierre Mondy et Carlo Brand, qui jouent respectivement César et Méléagant. Ces deux-là se sont d'ailleurs retrouvés avec les meilleurs dialogues de la série. Même au niveau de l'aspect technique, Astier avait profité de son budget plus large pour assouvir son envie de multiplier les décors, souvent bien plus grandioses, et de sortir de la mise en scène en champ contre champ sur plan fixe. Du coup, il paraissait évident qu'avec des moyens techniques et un budget adéquat, un plus grand temps de préparation pour peaufiner l'écriture contrairement au rythme effréné de la production télévisuelle et une plus grande liberté artistique, ça allait forcément être incroyable. Enfin, Kaamelott allait prendre sa forme ultime. Et enfin, nous y voilà. Le 20 juillet 2021, je fais partie des 106 000 personnes qui ont pris leur billet pour assister aux avant-premières.
J'y ai carrément emmené toute ma famille. On s'installe dans le noir pour 2 heures de nostalgie et de bonheur. Les critiques de cette soirée sont dithyrambiques. Les fans ont adoré, le buzz est créé. D'ailleurs, le film deviendra le plus grand succès en France depuis le début de la pandémie du Covid-19. Quant à moi... eh ben, voilà l'avis que j'ai posté le soir même sur Twitter. Tu m'as déçu, ouais tu m'as déçu. Je peux plus rien faire, c'est trop tard, ouais tu m'as déçu. J'avais pas aimé le film. Mais genre, du tout. Bon ok, c'était pas abominable, mais j'en revenais pas d'à quel point je trouvais le film... Mais surtout quand je voyais les réactions autour de moi. Franchement, même les critiques négatives faisaient quand même preuve d'une relative gentillesse. J'ai donc décidé de prendre mon mal en patience et d'attendre de revoir le film au moment de la sortie du Blu-ray. J'ai fait très plaisir à Papa Ciné en lui offrant l'édition collector, mais c'est le seul plaisir qu'a apporté cet achat. Je trouvais toujours le film décevant sur beaucoup de points. Presque 1 an et demi après, je n'ai toujours pas été convaincu. Du coup, malgré l'enthousiasme des autres fans, je commence à me dire que le problème ne vient peut-être pas de moi, et qu'il y a sans doute une bonne raison. Je vous propose donc, pour nous retrouver après ces longs mois de séparation, de revenir avec moi sur la totalité du film et pouvoir explorer ensemble les raisons de ma déception. Et pour respecter la tradition... S'il n'y a pas grand chose à dire sur la première scène, on retrouve l'humour d'Astier avec l'art du maniement du verbe, l'introduction d'un personnage. Il s'agit d'un geste fort, personne ne le contestera, mais qui a pour vertu de démontrer une solide détermination, et d'autre part, une totale inflexibilité. Qu'est-ce qu'il y a dans la cale? Des dates. La deuxième est beaucoup plus intéressante. Alors déjà, ce plan présente un des plus gros problèmes de ce film. Astier s'est libéré du carcan télévisuel. Il a un plus gros budget et de meilleurs moyens. L'équipe est quand même allée chercher la Alexa 65, une caméra avec une définition d'image incroyable. Et là, on a le tout premier plan de Kaamelott. C'est la première fois qu'on voit la célèbre forteresse en entier, tel qu'Astier l'a imaginé. Et on doit se contenter d'un bête plan à peine mobile, de loin et très court. Je demande pas non plus une exploration en mode Google Earth, mais quand même, l'iconisation des lieux au cinéma, c'est pas un concept si obscur que ça. On ne comprend rien à ce que vous dites, nom de chien. Ah bah tiens, Christian Clavier qui gueule, comme c'est original. Désolé, je sais que c'est pas un défaut du film, mais j'ai de plus en plus de mal à supporter les films où Clavier gueule tout le temps. Y a pas de pour Kaamelott se battre, Cornichonne. Y en a plus d'argent, on a plus un radis. Il faut vous le dire en quelle langue? On peut plus rien se payer du tout. Merde! Je passe donc toujours un très bon moment devant ce film. Bon là, on a une scène d'exposition classique par le dialogue. Si, pour Kaamelott se battre, il faut argent. Il n'y a pas de pour Kaamelott se battre, Cornichonne. Y en a plus d'argent, on a plus un radis. Nous autres Saxons sommes très accommodants. S'il n'y a plus de pognon, nous, on veut bien ça. Beaucoup d'entre nous se sont interrogés sur la présence du père Blaise à la cour de Lancelot. Bon, ça contredit légèrement la fin de la série, où on le voit se cacher et peut-être se préparer à partir en cavale avec Merlin. Mais pourquoi pas? Je vais donc prendre cet extrait et le garder pour plus tard quand il posera vraiment problème. D'ailleurs, Père Blaise n'est pas le seul personnage dont le développement n'est pas clair. Vous savez même pas que vous possédez l'île de Thanet? Première fois que j'entends ce nom. Du coup, vous pouvez la céder, elle vous manquera pas. 12 seconds later. Seigneur Lancelot, n'allez pas faire ça. En plus de rendre l'autre incohérent dès sa première scène, cette dernière présente un autre problème. Dans la saison 4, Lancelot a fondé un clan séparatiste financé par Lot, roi d'Orcanie, et donc devenu son subordonné, ce que Lancelot vivait très mal. Dans la saison 5, en se rendant compte que son projet de putsch est complètement tombé à l'eau, Lot laisse tomber Lancelot et le présente même à Arthur comme le seul véritable danger pour son règne. Et là, il se retrouve à le servir, alors que Lancelot n'a jamais été aussi instable et dangereux. La relation entre les deux personnages aurait été passionnante à explorer.
Même dans une petite scène de 2 minutes à peine. Malheureusement, on n'est plus dans un format 6 x 50 minutes, mais dans un film avec une durée limitée de 2 heures. Le format cinéma aurait dû apporter une autre dimension par rapport au format sériel, et pour l'instant, on y perd au change. Et on n'en est qu'à la 2e scène. Tandis que Lancelot s'apprête à diviser le royaume de l'ogre pour pouvoir continuer à s'octroyer les services des Saxons, les dieux décident de se réveiller. Le royaume est dans une merde noire, le peuple est opprimé, mais donner un petit bout de terre à un peuple qui n'est pas breton, là ça y est, ça demande une intervention. Ce qui confirme que les dieux dans ce monde sont quand même de très très gros cons. Et racistes. Tiens, Zagar. Vénec est allé se planquer parce qu'il vaut cher. Parce que là-haut, à Camelot, ils ont des questions à lui poser. Enfin, des questions. Une question. Où est Arthur Pendragon? Fallait le sortir de Rome. T'avais dit j'essaierais de le fourguer par chez moi. Un gars pas bien grand. Blanc comme un cul. Vénec, tu as risqué ta vie en emmenant Arthur à Rome pour empêcher Lancelot de le tuer, et là, tu balances sa planque sans la moindre pression. Mais t'es un énorme chien en fait. Tout le développement qu'il a fait passer de brigand malhonnête à allié fidèle, allez, ça dégage. Mais en plus, Arthur est devenu esclave. Vous vous souvenez de la fin de la série? Donc, Alex, tu veux nous faire croire qu'on est passé de ça à ça? Tout au long de la journée, monsieur me fait travailler. Ok. Si je dis ça me dit rien, c'est que ça me dit rien. Note bien, si ça me disait, je t'enverrais chier tout pareil. Si j'ai bien compris ce que je crois que j'ai bien compris, on a un coup de maître à jouer. On dégage tout ça? 7 jours de marche. Combien? 7 jours de marche. Et c'est là que commence la quête pour chercher Arthur. Et encore une fois, on nous présente un environnement qu'on n'a encore jamais vu dans la saga et qui est, il faut le dire, splendide. Et comment il te filme ça, Acier? Sur pied, à hauteur d'yeux, avec un léger panneau. Quitte à filmer tes personnages dans un décor majestueux pour témoigner de la difficulté de ce qu'ils accomplissent, comme tu aimes à le dire, autant sortir le drone histoire de donner un peu de majesté au paysage pour qu'on se rende compte de la grandeur des espaces. Le marchand d'esclaves et ses acolytes arrivent à une oasis pour retrouver l'homme à qui il avait vendu Arthur. Et... Ah! Donc, il est vraiment resté esclave pendant 10 ans. Le mec s'est remis d'une tentative de suicide et d'un état végétatif, non pas pour aller retrouver le grand amour de sa vie à Konya en Macédoine, pas pour explorer le monde et peut-être trouver un autre but. Non, il est juste resté pendant 10 ans à laver des tapis de merde dans une rivière à la con. Arthur tente de s'échapper, mais Alsagar, qui avait suivi l'esclavagiste et ses Visigoths, parvient à le surprendre. Nouveau chapitre, où on découvre ce qu'est devenue la Carmélide. Comme tous les autres royaumes fédérés, elle a été démilitarisée. Et son roi Léodagan, beau-père d'Arthur, est complètement découragé et désœuvré. C'est alors que sa sœur débarque, annonçant qu'elle a eu une vision annonçant le retour d'Arthur. Cette courte scène va elle aussi réunir plusieurs problèmes. Tout d'abord, on note la présence d'Elias de Kellywick, enchanteur et sorcier au service de Camelot jusqu'à la fin de la saison 6. Toute la psychologie de ce personnage tourne autour de l'intérêt. C'est un personnage perfide, manipulateur, qui sera toujours du côté du plus offrant. À aucun moment de la série n'a été introduite l'idée qu'il pouvait faire preuve de noblesse ou d'abnégation. Alors comment est-ce qu'il se retrouve au service d'un roi déchu, sans puissance militaire et certainement sans le sou? Et comment est-ce qu'il se retrouve du côté de la résistance? Toutes ces scènes dans la série indiquent qu'il aurait dû se retrouver du côté de Lancelot. Car même si à ce moment-là, pour lui, Lancelot c'est la concurrence des clodos, un de ses préceptes est aussi de savoir sentir le vent tourner. Il ne fait jamais rien si ça ne lui rapporte pas quelque chose. C'est un développement qui manque cruellement d'explications. Ensuite, ce nouveau personnage se nomme Fraganon. Comment est-ce que je le sais? Parce que son nom est indiqué dans un des titres de la bande originale. Et c'est tout. Je vous jure que son nom n'est jamais mentionné de tout le film. Et niveau attachement au personnage, ça handicape quand même pas mal. Pour quelqu'un qui annonce l'arrivée du héros que tout le monde croit mort et qui participe à la bataille finale, c'est quand même dommage.
Surtout que son rôle est assez pâle en termes d'efficacité. Au-delà de fournir une chouette transition, elle est censée insuffler la volonté à la Carmélide d'enfin s'investir dans la résistance, en leur faisant espérer le retour du seul souverain que le peuple respecte. Cependant, le lien entre sa vision et l'idée de Léodagan de trouver un moyen de monter une armée clandestine plus loin dans le film est trop mal établi. La vision de Fraganan ne sera jamais mentionnée à nouveau. Et le changement d'attitude de Léodagan n'en est pas montré comme une conséquence. Cet élément scénaristique est donc inutile. Arthur et Vénèque sont emmenés par Alzagar jusqu'à la frontière aquitaine. Mais au lieu d'être conduits jusqu'à Vannes pour être vendus aux Saxons, ils parviennent à se faire emmener devant le duc d'Aquitaine. La duchesse d'Aquitaine, c'est une pute! Ben quoi? Le projet, c'est pas de se faire arrêter? Quand il dit pute, il veut dire ça dans le bon sens du terme. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Oh, j'ai été insultée. Oui, ça va. Ce dernier va les racheter, mais pas par altruisme. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Des fois que vous redeveniez roi. Quoi? Ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Et là, on va toucher un point sensible parce qu'il s'agit de toute la psychologie du personnage d'Arthur. Je m'en tape de rencontrer des résistants, je m'en tape du royaume de l'ogre, et je m'en tape de Lancelot, je m'en tape de tout. Ça, c'est la mentalité du Arthur du livre 5. Donc ce que le film nous dit, c'est qu'en 10 ans, le mec a vraiment pas évolué d'un iota. Là, tel que le personnage nous est raconté, il aurait été esclave pendant 30 ans, s'il avait eu de la chance, et il serait mort esclave, et ça lui aurait parfaitement convenu. Et encore, c'est pas le pire. Je vous jure que c'est pas le pire. Dans le livre 5, Arthur renonçait au trône en partie parce que son entourage passait son temps à le rabaisser, à moquer et contester toutes ses décisions. Il avait beau être l'élu, à les entendre, Arthur aurait été un des pires rois que la Bretagne ait connu. Il pouvait se permettre de quitter le pouvoir, car il y avait quelqu'un d'autre pour prendre le relais, ses chevaliers et les autres rois fédérés. Il ne laissait pas le royaume à l'abandon. Là, on le prévient que Lancelot a fait n'importe quoi avec le pouvoir qu'il lui a donné, et sa réponse... Mais j'en ai rien à secouer, c'est clair? Il ne dit pas « Je n'ai plus Excalibur, je ne me suis pas battu depuis 10 ans, j'ai vieilli, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je monte une armée de bras cassés qui vont risquer leur vie pour moi alors que je vaux rien ?» Il dit « Mon peuple est opprimé à cause d'une décision que j'ai prise, et je m'en bats les couilles. » Je m'en tamponne. C'est pas mes oignons. C'est pas mes oignons. Je sens que c'est pas mes oignons. Je n'ai aucun problème avec un héros dépressif qui n'a plus envie d'être en première ligne. Mais quelqu'un qui répond « Je m'en fous » quand on lui annonce qu'une de ses décisions a amené des gens qui n'ont rien demandé à souffrir, c'est un connard. Et pour un personnage qui avait pour devise « Les vrais chefs ne se battent que pour la dignité des faibles », bah ce revirement me donne pas du tout envie de suivre son histoire. Où allez-vous? Ah, là on arrive au personnage qui m'a certainement posé le plus de problèmes. Mévanouie était le personnage que j'attendais le plus. Dans la série, elle passe d'une femme parfaitement cantonnée dans le rôle qu'on attend d'elle, à une femme qui comprend qu'elle peut utiliser ses charmes et son intelligence pour obtenir ce qu'elle veut. Parcours un peu cliché certes, mais contrebalancé par deux éléments intéressants. Elle a appris la magie, pour ne pas se reposer uniquement sur son physique avantageux, et elle a aussi appris que ses talents de séduction pouvaient se retourner contre elle. Ils ne lui ont pas garanti de conserver l'amour d'Arthur, et même en lui permettant de mettre son mari Caradoc sur le trône en séduisant le jurisconsulte, il ne lui témoignait pas plus de respect, ne lui donnait pas plus de responsabilité en tant que souveraine. En sachant ça, je pensais vraiment qu'elle deviendrait par exemple l'enchanteresse officielle de la cour de Lancelot, vu qu'ils sont tous les deux animés par le même désir de vengeance envers Arthur. Mais non, elle non plus, elle n'a pas évolué en 10 ans, et elle se contente d'être la gonzesse de Lancelot. Je me suis réveillée très tôt, Seigneur Lancelot. Vous n'étiez déjà plus dans le lit? Chaque minute passée dans cet imbécile de couche est une minute perdue. Je ne vous l'envoie pas dire. En plus d'être décevant vis-à-vis de son évolution, qu'est-ce que Lancelot en a à foutre de se trouver une femme ou d'avoir un héritier? Il n'y a que deux choses qui ont toujours compté pour Lancelot. Trouver le Graal à la place d'Arthur qu'il trouve indigne de la quête, et obtenir l'amour de Guenièvre. Mévanouie et lui n'ont jamais eu la moindre interaction auparavant. Elle n'a rien à faire dans cette équation. Si elle devait jouer un rôle pendant le règne de Lancelot, je pense vraiment pas que ça devait être celui-là. Heureusement, on enchaîne avec deux bonnes scènes. L'introduction du clan de Perceval et Caradoc, qui se cache des Saxons en formant tout un réseau de galeries,
Délire digne des semi-croustillants qui va finalement s'avérer primordial pour le plan final. Setup, payoff, parfaitement exécuté. Dialogue qui respecte bien la personnalité des personnages tout en montrant qu'ils ont pris un peu de bagou en tant que chef. C'est la première fois que des personnages emblématiques sont réintroduits correctement et efficacement. C'est quand même pas dommage au bout d'une demi-heure de film. La scène suivante est aussi assez réussie. On découvre ce qu'est devenu Guenièvre. Bonjour mon ami. Il n'y a pas de bonjour. Ah bon? Non rien, juste cet échange me fait rire. Beaucoup de gens ont apparemment eu des problèmes avec le jeu de Thomas Cousteau dans cette scène. Moi, au contraire, je le trouve très à propos. Lancelot est devenu un stéréotype de méchant qui enferme la belle princesse à sauver dans une tour cachée, et il est toujours complètement obsédé par elle. Pour tout ce qui concerne le pouvoir et le royaume, il est complètement léthargique, et il ne s'anime que quand ça concerne Guenièvre. Guenièvre qui d'ailleurs n'en a plus rien à foutre de lui. Ce mec lui a foutu un poing en pleine tronche, il n'aura plus rien de sa part. Ni colère, ni haine, ni pardon. Demandez-moi ce que vous voulez. Laissez-moi partir. Bon, bah... Convoquez les tapissiers, hein, ça fera toujours des gens à qui parler. Ils en ordonnent pas vous adresser là-bas. J'espère qu'Anne Giroir a eu droit à un très bon kiné pendant la production. Ah bah, la pauvre, elle a dû se faire mal au dos à force de porter tout le film sur ses épaules. On retrouve le duc qui guide Arthur à travers l'Aquitaine. Arthur qui se sent toujours aussi concerné. Vous savez ce que raconte la légende? Je sens que c'est pas mes oignons. Que Lancelot n'aurait pas pris le pouvoir par la force, mais que vous le lui auriez donné. En revanche, cette scène est intéressante car on commence à voir les conséquences concrètes du règne tyrannique de Lancelot. Je voulais qu'on passe devant des fermes, mais je m'aperçois que beaucoup ont disparu. Ravagées par les taxes et les descentes de Saxons, elles ont disparu, les unes après les autres. Enfin montré. Ça aurait peut-être été intéressant de montrer des petites fermes en ruine plutôt que de juste faire marcher les personnages dans une forêt au pif. Mais bon. Et vous saviez que Lancelot, il condamnait des enfants à mort? Vous saviez pas ça? On va prendre ces deux éléments et on va aussi aller la ranger dans notre besace pour plus tard. Et c'est aussi la première fois qu'on voit Arthur commencer à être atteint par ce qu'est devenu son royaume. C'est juste dommage de continuer à lui faire dire « C'est pas mes oignons ». Peut-être que le rendre silencieux tandis que le duc continue de lui expliquer la situation aurait été mieux pour montrer un début d'évolution. D'où ça vous vient cette connaissance de la navigation, des étoiles? À Rome. Ah bah oui, vous avez fait vos classes dans la Légion. Ça devait être génial, non? La Légion, pas tant, non. Ah! Là, on arrive à ce qui a probablement posé le plus de problèmes aux gens qui n'ont pas aimé le film. Les flashbacks. Dans ces flashbacks, Acier nous montre un passage de la jeunesse d'Arthur pendant ses années dans la Légion en Afrique, et son premier amour. Personnellement, je trouve que ces flashbacks enlèvent l'importance de l'histoire d'amour d'Arthur avec Akonia, qui était censée être la première femme dont il est véritablement tombé amoureux. C'était d'ailleurs pour ça qu'il était prêt à l'épouser en secret et à promettre de ne jamais coucher avec sa femme bretonne. Là, on a un amour d'adolescent qui l'a poussé à tuer quelqu'un. On est légèrement un cran au-dessus en termes de commitment. Cependant, je crois comprendre ce qu'Astier a essayé de raconter avec ses flashbacks. Il essaie de créer un parallèle entre le triangle Arthur, Sheda, Fouradja et le triangle Arthur, Guenièvre, Lancelot. Dans les deux situations, Arthur éprouve de forts sentiments pour une personne maltraitée par une figure qui la maintient dans une position de vulnérabilité et qui la violente alors qu'il ou elle prétend l'aimer. Arthur décide alors d'intervenir et d'éliminer la menace pour protéger celle qu'il aime. Dans le passé, cette action l'a profondément traumatisé. Et c'est pour ça qu'il va refuser de tuer Lancelot à la fin. Il se refuse à reproduire un geste qui l'a fait se haïr. Le truc qui coince, c'est que Acier désigne ce choix comme un désir de ne pas tuer parce que Arthur n'est pas un assassin. Mais dans la série, il y a plusieurs moments où Arthur a tué sans que ça lui pose plus de problèmes que ça. Ce n'est pas avec le fait de tuer qu'Arthur a un problème, c'est avec le principe de vengeance. C'est pour ça qu'il rechigne à punir Lot après son putsch raté, et qu'il ne tient pas du tout à éliminer Lancelot. Et en fin de compte, est-ce que ça avait vraiment besoin d'explications? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de 10 minutes supplémentaires pour qu'on comprenne pourquoi Arthur ne veut pas tuer Lancelot? Quand je vois tout le développement à côté duquel on est passé, ces 10 minutes font vraiment office de gâchis par rapport à ce qu'elles amènent en termes de narration.
3 pecnos sans armes, n'êtes pas foutus dans le mirabeau? Une nouvelle taxe? On est déjà tous à moitié crevés, faut qu'on repasse à la caisse. Alors, on va parler plus en détail du statut de tyran de Lancelot. Son règne est désigné comme une catastrophe pour le royaume de l'ogre. Les paysans sont tellement taxés qu'ils n'ont plus de quoi entretenir les terres, et tout l'argent est dépensé pour payer les Saxons qui cherchent Arthur et les anciens chevaliers de la table ronde. Le problème, c'est que comparé à d'autres despotes montrés dans la série, comme Goustan le Cruel qui crevait les yeux des prisonniers et assassinait les cuisiniers, ou comme Léodagan qui avait instauré une surveillance extrême sur tout le territoire, Lancelot fait pas le figure. Il paraît pathétique et incompétent, oui, mais dangereux et intimidant, non. Et puis regardez comment ses subordonnés lui parlent. Lancelot a vidé les postes de guet à l'Est. Comment? Vider les postes de guet? Absurde. Il y a 5 semaines, vous avez réquisitionné 50 hommes de plus pour la chasse au roi Arthur et aux chevaliers. Est-ce que j'ai pour autant signifié qu'il fallait désaffecter les postes de guet? 50 Saxons, il faut bien désaffecter quelque chose. On va pas les trouver dans le poulailler. Vous les sentez respirer la crainte et la terreur? Moi non plus. Lancelot ne représente pas une menace assez grande alors que c'est le méchant principal de ce premier volet. C'est quand même dommage. Pendant ce temps, Arthur a été lâché par le duc. Ah oui, ça les personnages qui disparaissent d'un coup, c'est un gimmick dans ce film. D'ailleurs, vous savez ce qu'il est devenu, Bédek? Je rappelle que la cache de l'autre con, c'est moi qui la coltine. Mais non, mais là tu seras dedans, tu pourras te reposer. Quoi? Du coup, c'est moi qui le pousse. Vous inquiétez pas, personne ne le sait. Arthur, donc, se retrouve dans une forêt près de Gaune, contrée dans laquelle il va croiser quelques têtes connues. Mon Dieu, par tous les saints. Oh putain! Je sais pas quel jeu de fin de soirée ou quel pari Nicolas Gambion a perdu, mais ça fait quand même 2 fois qu'Astier-Lafuble de perruque pas possible. Je suis sûr qu'il y a une histoire croustillante derrière et je veux savoir. Regardez notre table ronde, elle est pitoyable. Ça non. Tout est plus ou moins pitoyable ici, mais pas ça. Voici encore une scène avec laquelle je n'ai pas de problème. C'est le moment charnière du film, où Arthur comprend que ce qu'il a essayé de transmettre comme valeur à travers la table ronde n'a pas été perdu, et qu'une nouvelle génération de jeunes courageux et de tout milieu sont prêts à les adopter. Valeur, d'ailleurs, transmise par un des chevaliers les plus sous-estimés. Nouvelle génération formée aussi par de jeunes femmes cette fois. De jeunes aventuriers? En surface? Mais comment qu'ils nous ont trouvés? Mais on s'en fout! Vous leur avez pas montré l'entrée du souterrain? Mais non! Contrairement à d'autres, je n'ai eu aucun problème avec le jeu des 2 actrices, filles d'Alexandre Astier. En particulier pour Jeanne qui joue Mégane. Père, tonton Perceval, vous êtes des héros pour eux. Et j'espère que son père compte lui donner plus de temps d'écran dans la suite. Les filles de Caradoc tentent de faire accepter 3 garçons au sein des semi-croustillants, parmi lesquels se trouve le fils du paysan Roparts, fiancé de Mébène. Nous détestons Lancelot. Nous voulons le retour de la table ronde. Nous agissons en la mémoire d'Arthur Pendragon. Vous allez voir, on va en reparler. Nous savons pertinemment que vous êtes recherché et que vous rencontrer constitue une infraction. Nous avons crié le motif de notre voyage sur tout le chemin. Tandis que la fine fleur de la résistance est arrêtée... C'est à cette heure-ci qu'on arrive? Bon bah ça va, j'ai été poursuivi par des méchants. Poursuivi par des méchants? Je trouve ça extrêmement drôle que la nouvelle génération soit désignée comme celles et ceux qui vont insuffler à nouveau l'espoir à Arthur, alors que c'est à cause d'eux que tout le monde se fait arrêter. Mécréant! Ça y est, on va pouvoir jouer au jeu des références. On va compter le nombre de fois où un dialogue du film reprend directement une réplique de la série juste pour faire marrer les fans hardcore. On est assiégés! Comment ça, assiégé? On va pas se faire assiéger, on n'a pas d'armée. J'ai pas dit que c'était une bonne nouvelle! Les Burgondes forment un des éléments les plus importants du scénario. Arthur! Qu'est-ce à dire que c'est-il? C'est pas faux. La guerre est un sang civil! C'est pas faux. Tout comme dans la série, ils sont montrés comme de gros idiots, pas vraiment menaçants comme ennemis et incapables de se servir de leurs armes. C'est le fait de les sous-estimer qui va conduire à la réussite du plan d'Arthur à la fin du film. Et comme dans la série, ils attaquent régulièrement l'île de Bretagne en échouant à chaque fois. Du coup, si leurs attaques sont si régulières que ça, Léodagan n'a eu l'idée que maintenant d'utiliser les machines des Burgondes contre Lancelot? Les armes de jet lui manquaient pas assez avant? C'est la prémonition de sa sœur? La promesse du retour d'Arthur qui le pousse à se bouger? Ça aurait été bien d'avoir une petite scène pour l'expliciter plutôt que de nous laisser deviner. Astier sait où il doit aller, il sait comment ces scènes doivent se terminer, mais on dirait qu'il a aucune idée de comment y arriver.
C'est le mec qui doit faire un trajet Paris-Angers, mais au lieu de construire une jolie petite route bien propre, bien sécurisée, il prend son gros 4x4 de sa mère et il fonce à travers champ comme un tabana. Et c'est dans les geôles que tout le monde est réuni. Qui est-ce? Le roi Arthur les jeunes. Et visiblement, il est pas mort. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Voilà. Vous vous souvenez d'à quel point les jeunes adulent Arthur, les poussant à vouloir prendre part à la résistance? Et maintenant qu'ils l'ont enfin devant lui, surtout en l'ayant cru mort depuis 10 ans... Moi, me dit rien du tout. Bah quand même, non. Ils s'en foutent. Ils ne sont ni inquiets de le voir aussi mal en point, ni intimidés, ni même surpris. C'est pas possible d'inhiber tout type d'investissement émotionnel à ce point. Et on retrouve la tradition de disparition des personnages. Où sont passés Gauvin et les membres de la nouvelle table ronde de Bohort? Ont-ils été tués, emmenés ailleurs? Et c'est dommage. Vous vous souvenez de ce que le duc avait dit? Et vous saviez que Lancelot, il condamnait des enfants à mort? Vu que la nouvelle table ronde de Bohort compte 2 enfants parmi ses membres, vous savez ce que ça aurait rajouté de les faire enfermer dans les geôles avec les autres? De la tension et de l'enjeu. Et voilà ce qui coince pour moi avec Père Blaise. Qu'il soit resté à Kaamelott pour poursuivre son travail de script, je pourrais presque l'accepter. Bah, le Père Blaise a jamais été sympa. Non, mais il a jamais été méchant, me dira-t-on. C'est sûr. Donc qu'est-ce qu'il fout là? Alors pour moi c'est très clair, le Père Blaise il est là pourquoi? Il est là parce qu'il est avec ses archives. Il lâchera pas ses archives, pas pourquoi Père Blaise lâcherait ses archives. Toute sa vie, c'est dans les sous-sols de Kaamelott. Par contre, qu'il se joigne au rire de victoire des méchants, là c'est aller trop loin avec son personnage. Si vous fêtez pas ça, je sais pas ce que vous fêterez. Il y a un truc qui se fait aussi, c'est qu'on va enfin arrêter d'injecter du pognon dans les recherches. C'est un homme qui l'a servi pendant de longues années, depuis le début de son règne en fait. Il connaît le secret de son premier mariage et il a retranscrit ses mémoires sur son lit de mort. Et vous voulez me faire croire qu'il serait super heureux que Arthur finisse pendu? Mais ça fait des années qu'on essaye d'arriver sous Kaamelott. Et vous y étiez presque, bougre de crétin. Sauf qu'il a fallu profiter de votre absence pour enfin cartographier le réseau. Alors que ça fait des mois que je vous dis qu'il faut le faire. Et ça fait que quelques mois que t'as eu l'idée. Alors que ça fait 10 ans que vous creusez. Et j'ai vraiment l'impression que le vrai boulet de ce film, c'est ce hiatus de 10 ans. Mais comment qu'on va faire pour l'emmener? Il faut forcer le cadenas. Mais forcer le cadenas avec quoi? Moi j'ai bien ma chemise, mais c'est trop mou. Il est hors de question de s'évader d'ici sans Arthur. Pendant le plan d'évasion des geôles, on découvre cette petite pépite. Moi je peux lancer un sort si je veux. Vous le lancez jamais! Je refuse d'utiliser un sort quand je tiens de mon traître de père. Son père est un traître. Qui c'est son père? C'est le roi Lot d'Orcanie, Yagu. Ah oui, c'est un traître. Wow, attendez. Lot a eu un fils illégitime? Donc Gauvin a un frère? Et ça choque personne. Je me doute que son histoire sera probablement développée dans la suite, mais là quand même, l'info elle est lâchée comme un P dans un ascenseur. Après des péripéties et une visite de Mévanouie qui est là uniquement pour que l'un des jeunes subtilise la clé aux gardes... J'ai obtenu une grâce exceptionnelle pour libérer les plus jeunes, mais pour vous autres, désolé, je n'ai rien pu faire. Ah oui, Lancelot le tyran qui condamne les enfants à mort, mais il gracie de jeunes résistants ouvertement opposés à son régime parce que sa femme, qu'il déteste et qu'il le méprise, lui a gentiment demandé. Bref, tout le monde parvient à s'échapper en libérant les autres prisonniers, dont Hervé de Rinel, pourquoi pas, et un autre homme qui s'attaque à Arthur, car il s'agit du courtisan de Guenièvre qui lui envoie du courrier. Et d'après la loi, celui qui convoite une femme mariée doit tuer le mari. Vous savez où elle est, Guenièvre? Bien sûr que je sais. C'est même parce que je sais que j'ai fini en tôle. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'Arthur, qui ne voulait pas se retrouver mêlé à la résistance, se décide à se bouger pour aller sauver Guenièvre. D'habitude, il y en a qu'un, là ils sont 3. On est 5, nous. Qu'est-ce que ça fout? 6 en comptant vous, ouais, ça va. On est 4? Non mais commencez pas. Selon comment on compte, ça change tout. C'est pas Ces faux. deux personnages ont toujours eu un lien particulier, même quand ils passaient leur temps à s'engueuler. Et ce lien s'est véritablement renforcé pendant leur voyage durant le livre 5. Guenièvre l'a énormément aidé tout au long de sa quête. Il lui est redevable, et en plus, après l'avoir secouru à la fin du livre 4, il sait que jamais Guenièvre ne reviendra auprès de Lancelot de son plein gré, après ce qu'il lui a fait subir. En revanche, j'ai un problème avec leur scène de retrouvailles. Pendant que l'autre Roméo du cul veut se la jouer romantique, c'est Arthur qui montre libérer Guenièvre. Ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus. Il y avait de fortes chances pour qu'ils ne se revoient plus jamais, et Astier nous filme ça en plan large, presque fixe, sans la moindre proximité avec les personnages.
On aurait pu avoir le même effet comique des retrouvailles bâclées avec la porte qui s'abat, gros plan sur Arthur, gros plan sur Guenièvre, échange de regards intense et plan poitrine pour isoler les deux personnages dans une petite bulle qui va très vite éclater. Et ensuite, on repasse en plan large. Mais non, le moment où on se rapproche des personnages et de leurs réactions, c'est quand le moment émouvant est déjà passé. Bon, maintenant qu'on a trouvé Guenièvre, l'autre amoureux ne nous sert plus à rien, on est d'accord ? Ah, moi je laisse tomber. Je laisse trop tomber. C'est pas la bonne quête en fait. Vous n'êtes pas amoureux de madame? Non. Moi, ça me dérange pas. Ok. Le gars a défié le mec le plus possessif et jaloux du royaume, a fini en prison et a affronté des gardes saxons, mais il renonce à Guenièvre parce qu'il n'arrive pas à monter des putains de ronces. Le principe de faire un faux héros qui renonce à la première difficulté, c'est de le faire renoncer à la première difficulté. Allez, sorte de disparition inopinée. Si je trouve logique qu'Arthur lance une mission de sauvetage pour aller secourir Guenièvre, je défie qui que ce soit de m'expliquer pourquoi il va chercher Excalibur. À ce moment de l'histoire, Arthur en est à peine au stade de réaliser que les liens avec ses anciens chevaliers sont toujours aussi forts, et que ne pas vouloir le pouvoir ne veut pas dire ne pas venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et là, il va chercher l'objet qui veut dire j'accepte mon rôle de souverain de droit divin. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, cette scène au rocher est celle qui réunit le plus de plot holes au mètre carré. Personne n'est choqué de voir la Dame du Lac sous forme humaine, alors que c'était un des grands secrets de la série que l'ange qui guidait le roi Arthur a été puni et rendu mortel par les dieux à cause des fautes d'Arthur. On nous réintroduit un personnage de la série qui ne sert à rien dans ce film et dont tout le monde se fout. Rebroussez ma liste à l'instant où il vous en cuira. Allez, tu vas. Vous me reconnaissez pas? Sans blague, faites un effort. Sans déconner, je connais presque tous les dialogues de la série par cœur et j'ai mis un bon moment à me souvenir de qui il était et quand est-ce que les deux s'étaient croisés. On nous ressort le troisième frère caché du film, tout ça pour avoir une partie d'un jeu du Pays de Galles. L'accès au rocher des dieux est interdit. Faites demi-tour avant qu'on se fasse... Vous savez quoi, grosse andouille? Un terrain, 2 équipes. On règle ça en 3 manches de robobrol. Mon frère est nul au robobrol. Je ne suis pas nul au robobrol. Même mamie le disait. Le but de cette partie étant de donner le droit à Arthur de retirer l'épée. Arthur a dit à tout le monde qu'il avait perdu la faveur des dieux, qu'il était désormais incapable, littéralement incapable, de retirer Excalibur de son rocher. C'est le plus gros mensonge de sa vie, et celui qui a eu les pires conséquences, pour lui et pour son royaume. Le fait qu'il arrive à la retirer sans problème devrait provoquer des réactions extrêmement vives. Mais non, on n'a pas le temps car tout à coup Excalibur cesse inexplicablement de flamboyer. Et ce point aussi sera vite expédié en termes de réaction. En revanche, si le film se fout du développement des personnages, moi je ne me fous pas de la signification de cette scène, on va donc la mettre de côté pour la fin du film. Un autre truc qui va passer à la trappe, ce sont les retrouvailles de Léodagan et Célie avec Guenièvre et Arthur. On a sacrifié une scène avec un potentiel émotionnel tragique et comique, incroyable, pour vite introduire les problèmes d'entraînement des Burgondes. Ils savent pas manœuvrer leur bécane. Ils arrivent en temps. Et une fois que le tas est fait, il faut 3 jours pour tout désemberlificoter. J'ai tout essayé. Après avoir passé 2 semaines à leur gueuler dessus, à m'en décoller les soufflets, je suis même pas arrivé à en faire marcher 2 côte à côte. C'est tout le problème de vouloir raconter trop de choses dans un temps trop court. On est obligé de garder uniquement les scènes clés pour l'avancement du scénario, quitte à sacrifier le lien entre elles et surtout ce qui les rend intéressantes. La façon dont les événements impactent les personnages et comment ils y réagissent. Si les personnages eux-mêmes ne sont pas investis dans ce qui leur arrive, pourquoi nous, spectateurs et spectatrices, le serions-nous? Au cours du repas, Guenièvre annonce à Arthur qu'elle repart à sa tour pour aller chercher un porte-bonheur qu'elle garde depuis le jour de son mariage avec Arthur. Et ce dernier, après une bonne engueulade, propose de l'accompagner. J'ajoute que c'est un porte-bonheur dont je me suis laissé dire qu'il vous assurait sécurité et sérénité tant que je l'avais avec moi. Qui m'assurait sécurité et sérénité? À moi? Ah oui, il marche bien le bazar. Je pense que si j'aime bien cette scène, c'est parce qu'elle me fait penser à moi et Papa Ciné quand il me propose une rando. Pas que je vienne? Si, mais vous râlez pas tout le long du chemin. La scène de la tour est devenue la préférée d'énormément de fans.
Pas seulement grâce à la magnifique composition au piano d'Astier, pas seulement grâce au romantisme d'Arthur qui décide d'offrir à Guenièvre la scène de l'amoureux qui grimpe un mur de ronces pour la rejoindre alors que ça ne sert à rien, juste pour lui faire plaisir, et pas seulement grâce au jeu incroyable d'Anne Giroir, mon Dieu, regardez-moi ce regard, mais surtout parce qu'Astier prend enfin son temps. Il laisse enfin les personnages vivre la scène. Pas de dialogue, une échelle de plan proche des visages pour qu'on puisse voir toutes leurs expressions et leurs émotions. Si on avait eu plus de scènes comme celle-ci, je vous garantis que je ne serais pas en train de faire cette vidéo. J'adore la façon dont les Burgondes sont utilisés dans ce film. Le fait que les résistants n'aient aucune armée et utilisent donc une armée ennemie sous-estimée pour pouvoir agir incognito, le fait que les Burgondes soient nuls du point de vue militaire mais qu'on utilise un pan de leur culture dans lequel ils excellent, la musique, pour les rendre moins nuls. Ils sont impossibles à coordonner sur un champ de bataille. Mais là, ouais. Le fait que ça respecte totalement la mentalité d'Arthur, en plus de lier son amour de la musique et son talent de stratège, faisant de lui le seul à pouvoir avoir l'idée d'utiliser la musique pour aider les Burgondes à ne pas s'en mêler les pinceaux. La guerre, c'est de la musique! Vous entendez? La guerre, c'est de la musique! Leur première apparition qui montre que leur chef a beaucoup plus de points communs avec Arthur qu'on ne pouvait l'imaginer. Sortez-vous les doigts du cul! C'est le point scénaristique qui est bien mené, jusqu'à une résolution satisfaisante. Alors que Camelot est détruit, Arthur, qui était censé observer la bataille de loin, décide finalement de s'y introduire pour affronter Lancelot. Pardon, mais vous n'êtes pas très crédible dans le rôle du vengeur inflexible. Bon, on va passer sur les dialogues assez décevants. C'est quand même la première fois que les deux adversaires, anciens amis, unis par le regret et la rancœur, se retrouvent à nouveau face à face, ainsi que sur l'action molle et trop courte de ce duel. Thomas Cousseau et Alexandre Astier n'ont pas été très formés à l'escrime, et ça se voit, mon Dieu que ça se voit. On va plutôt se concentrer sur le rôle d'Excalibur dans ce duel. Le bruit court qu'elle a perdu ses pouvoirs, que les dieux ne sont plus du côté d'Arthur Pendragon. La seule raison pour laquelle Arthur est allé chercher son épée alors qu'elle ne représente aucun enjeu, c'est pour avoir cette Excalibur noire dans le duel final. Selon Astier, Excalibur avait cessé de flamboyer car les dieux ne voulaient pas qu'Arthur ait un retour au trône trop facile, mécontents qu'ils sont de son attitude. Quand elle se remet à flamboyer, d'une flamme bleue cette fois, c'est pour communiquer à Arthur ce que les dieux attendent de lui. Il doit être le vengeur. Punir Lancelot en leur nom et l'éliminer une bonne fois pour toutes. Lancelot n'a jamais été leur élu et Arthur est là pour s'en assurer. Les intentions des dieux n'ont aucun sens. Quand Lancelot se met à diviser le royaume de l'ogre pour payer les Saxons, les dieux se réveillent enfin et font souffler le vent de la destinée pour qu'Arthur revienne. Mais ils veulent pas trop montrer qu'ils veulent qu'il revienne, donc ils éteignent Excalibur juste pour faire chier. Et finalement, Arthur se montrera digne du trône s'il bute Lancelot, et là il a à nouveau le soutien des dieux. Pourquoi forcer son retour si c'est pour ensuite lui mettre des bâtons dans les roues et le mettre à l'épreuve pour s'assurer qu'il soit digne? Genre, vous avez pas compris que la dernière chose qu'il veut c'est redevenir roi? À moins que les dieux non plus n'aient pas compris le scénario. Et comme on l'a vu plus tôt, Arthur ne peut se résoudre à accomplir ce que les dieux attendent de lui et laisse partir Lancelot. Sachant que l'affrontement finira par être inévitable, il préfère tenter à nouveau de mourir au milieu des ruines de sa forteresse dont il a ordonné la destruction. Mais heureusement, les petits jeunes viennent le chercher et Arthur, pour les sauver du château en train de s'écrouler, renonce à nouveau à la mort. Les scènes de fin laissent présager les problèmes à venir. Le règne de terreur de Lancelot est certes terminé, mais Arthur récupère un royaume démilitarisé et dont les caisses sont vides. Lancelot, libre, retourne aux ruines du château de son père, dont le fantôme semble se réveiller.
et Orsa rejoint la cour d'Arthur, mais va très certainement foutre la merde. Mais tout ça, c'est beaucoup trop intéressant, ça nous donne envie de voir la suite. Comment ne pas finir sur une petite note de déception? Alors que le film est censé pouvoir être regardé par des gens qui n'ont jamais vu la série, je peux vous garantir qu'ils n'avaient aucune idée de qui était ce mec en noir. Du coup, l'impact de la scène retombe comme un soufflé. Le retour de Méléagan, le personnage le plus effrayant, mystérieux et charismatique de toute la série, est quand même amoindri par le reuse du format de fin d'épisode de la série. Alors qu'en plein écran, ça aurait quand même eu un peu plus de gueule. Mais en plus, vous vous rappelez de la façon dont Méléagan est décrit dans la série ? Moi, quand j'ai plus rien à faire ici, je me retire. Je me dessèche. De la tête aux pieds, en un petit cadavre sous un tas de feuilles. Si Méléagan est une entité si terrifiante, c'est parce que c'est un être qui ne meurt jamais. C'est un cadavre qui revient inlassablement à la vie. Je rampe, mangeant la neige, léchant l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent. Car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Imaginez l'impact qu'aurait eu cette scène si sous sa capuche, Méléagan avait l'aspect d'un corps si desséché et vide de vie qu'il n'en paraît presque plus humain. Mais bon, le film a été une longue déception, alors pourquoi le dernier plan ne le serait pas aussi? En fait, le pire travers, ce serait que vos acteurs s'occupent d'expliquer. Ça veut dire que c'est plus des répliques, ça veut dire que c'est du sous-texte, ça veut dire que ça sert le scénar et le scénariste et non plus le film. Après, 2 heures, c'est vrai que c'est très court. Il faut que tout ça tienne, il faut gérer la densité des choses, parce qu'en plus, je suis un garçon qui surdécoupe au montage. Il serait hypocrite et même mensonger de prétendre que Kaamelott premier volet est un ratage complet. Les costumes de Marilyn Fitoussi sont très réussis. Jean-Marie Drejoux présente une photographie de qualité et la musique d'Alexandre Astier, aux sonorités très fortement inspirées de John Williams, est un des points forts de l'œuvre. Le problème, c'est tout le reste qui pêche. Je vous jure que je suis très loin de me réjouir de ne pas avoir aimé le film. J'ai revu et revu et revu ce film pour préparer cette vidéo, et à chaque fois, j'arrivais pas à croire le nombre d'occasions manquées d'insuffler un vrai souffle épique à cette histoire. Je sais pas si Astier a voulu raconter trop de choses dans un même film pour arriver au contexte dont il avait besoin pour les suites, ou s'il avait vraiment pas envie de faire du drame et s'est concentré sur l'aspect comique parce que c'est ce qu'il avait envie de faire à ce moment-là. Mais le fait est qu'il est très difficile de s'investir dans l'histoire entre les événements parfois téléphonés et les trajets intérieurs bâclés des personnages. C'est comme s'il avait des scènes clés en tête qu'il voulait raconter, mais que tout ce qui servirait à les lier en un ensemble cohérent l'emmerdait. Si le cinéma était comme l'architecture, Arthur avait les bons matériaux, les outils, les ouvriers, mais a oublié le ciment. Y'a pas de problème. Après, les faits sont là. Cette version de l'histoire, voulue par son auteur et seul créateur, est la seule qui existe et existera jamais. Qu'on le veuille ou non, techniquement, c'est la bonne version de l'histoire. Et il faut faire avec. Ça faisait 12 ans qu'Alexandre Astier portait cette histoire. 12 ans qu'il savait où il voulait l'amener. On dirait qu'il connaissait tellement l'histoire par cœur que tous les éléments et thèmes étaient si évidents pour lui qu'il a eu du mal à les transmettre au public. Nous ne sommes pas dans la tête de l'auteur. Et ce qui lui paraît évident peut ne pas l'être pour nous spectateurs, même pour ceux d'entre nous qui prétendent connaître son œuvre par cœur. Je pense qu'à titre personnel, ce film me vexe au plus haut point parce que j'ai l'impression d'assister à une private joke qui me laisse en dehors d'une histoire qui compte beaucoup dans mon cœur de fan et que j'aurais aimé partager. Je suis jalouse à en crever de celles et ceux qui sont parvenus à aimer l'histoire, peu importe les défauts qu'on peut soulever. Et j'espère, sincèrement, pouvoir rejoindre leur rang pour le 2e volet. Donc, Monsieur Astier, vous seul détenez les clés de cet univers qui vous appartient. Continuez de créer les histoires que vous avez envie de raconter. Je me contenterai de garder mon esprit éveillé et espérer pouvoir peut-être vous rejoindre un moment à la croisée des chemins.